Lost Empire est un jeu intéressant car il ne s'agit pas de simple annihilation. Il s'agit de prendre le contrôle d'objectifs. Et ça change tout. C'est un jeu issu d'une campagne participative datant de 2023, en français, en anglais et en espagnol. Il n'y a pas énormément de cartes. On a quand même 4 factions, avec en tout 128 cartes. Et donc on a le jeu de base, une extension pour jouer en solitaire, mais ouais, elle ne me convient pas car on ne joue pas avec les mêmes règles. Par exemple, l'intelligence artificielle, que l'on affronte, le joueur artificiel que l'on affronte ne lance aucun dé. Et ça, c'est plus que déconcertant. Donc pour moi, on ne joue pas avec le jeu tel qu'il est. Il a ses propres cartes, on ne joue pas avec les cartes normales. Donc pour moi, c'est pas la version solitaire auquel je souhaite jouer. On a aussi une extension très intéressante qui apporte des modifications sur les unités et également des installations. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui fait la force de ce jeu, c'est son côté tactique. Lorsque vous regardez, vous pouvez faire un certain nombre d'actions. Avec les command tokens, vous en avez 4. Vous pouvez faire 2 actions. Donc les actions, c'est du mouvement ou de l'attaque. Voilà, c'est simple. Donc à partir du placement de vos unités, vous pouvez aller sur un objectif extérieur. Et vous pouvez aller sur l'objectif central. Mais vous ne pouvez pas aller directement de votre base vers l'objectif central. Et vous pouvez aussi attaquer chez l'adversaire. Et donc, vous avez un nombre limité de ressources, puisque vous les retournez, les tokens, lorsque vous les avez utilisés. Donc les command tokens font 2 actions, et le supply token fait une seule action. Et ce qui est intéressant, c'est que donc déjà, il faut bien choisir à quoi vont servir ces tokens. Est-ce qu'on va placer des troupes, des renforts? Donc là, on voit les différentes factions avec des paquets préconstruits. Là, c'est la présentation des factions. Et tout à la fin du livret, vous avez un historique qui est intéressant. Donc vous le retrouvez aussi en français, puisque le jeu existe en français, au niveau de la chronologie. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois les objectifs placés, si vous contrôlez un objectif extérieur, vous gagnez un artefact à la fin du tour. Et si vous avez l'objectif central, ça fait 2 artefacts. Avec 4, vous réussissez à construire un quart de la porte de verre qui permet à toutes vos troupes de conquérir l'ensemble de la planète. Donc en tout, il faut 16 morceaux d'artefacts. Mais c'est pas si simple donc, puisque les command tokens permettent donc d'apporter des renforts, mais également de jouer des supports. Et donc ils sont en quantité limitée puisqu'on n'en a que 4, plus le supply token. Après, vous avez également bien sûr des mots-clés avec des habilités. Et donc vous avez les unités qui peuvent être drainées après certaines actions. Et puis après, vous avez des points de contrôle. C'est-à-dire que les cartes, quand vous regardez les cartes, c'est la page précédente, ici, elles ont des valeurs de contrôle. Donc sur un objectif, par exemple, celle-ci aura une valeur de contrôle de 1. Mais il y a des cartes qui ont 2, d'autres qui ont 3, d'autres qui ont 0. Et donc cela permet de valider qui possède l'objectif. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux attaquer sur un flanc? Est-ce qu'il vaut mieux aller au centre?
bah voilà, il va falloir réfléchir en sachant que chaque unité est précieuse puisque le paquet ne comporte que 18 cartes. Donc c'est un jeu vraiment tactique qui se joue rapidement. Donc voilà, il y a des exemples de combats. On a un petit glossaire parce que chacune des factions a un petit pouvoir qui lui est propre. Ça c'est intéressant. Et donc à la fin, vous vérifiez si vous réussissez à bâtir le trou de verre, donc en ayant la construction des 4 morceaux de porte. Et chaque morceau de porte a besoin de 4 artefacts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les troupes ne meurent pas immédiatement, sauf si elles ont atteint 4 dégâts. Si elles en ont 1, 2, 3, alors elles restent en vie et elles donnent le contrôle éventuel à leur propriétaire. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc des unités, effectivement, il y en a un certain nombre, mais on voit qu'elles ont toutes finalement 3 points de vie, puisque en fait les points de vie ne sont pas ici. On a les points de contrôle, on a le coup, on a l'attaque, on a la défense. Ça, c'est le symbole de faction. Et on a les pouvoirs en dessous. Mais donc, elles ont toutes, sans exception, 3 points de vie. Et elles meurent immédiatement si elles en subissent un 4e. Mais tant qu'elles ont 3 points de dégâts, elles sont encore vivantes, et c'est que à la fin du tour qu'elles finissent par expirer. Et elles tiennent le coup, même si elles ont 3 points de dégâts sur elles. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant, donc qui mérite une version solitaire telle que je la conçois. Je vais vous expliquer. L'action se déroule sur la planète 581, on choisit une faction, et donc avec CDG Solo System, on utilise la boîte de base et la petite extension qui est vraiment intéressante, puisqu'elle a les modifications des unités et les installations. La boîte qui permet de jouer en solitaire avec des règles particulières, ce n'est pas la conception que je me fais d'un jeu solitaire. Pour moi, la conception que j'ai d'un jeu solitaire, c'est jouer aux mêmes règles, avec le même matériel, les mêmes cartes, les mêmes dés. Et là, je me retrouve comme si j'avais un joueur humain face à moi. Alors pour ce faire, il faut effectivement imprimer les petits plateaux. Donc là, vous voyez le CDG Solo System de 2022. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger pour imprimer le matériel. Donc c'est juste les petits plateaux. Et pareil, après en 2023, on a le pack 2. Donc là, au lieu d'être vert et bleu, on a des plateaux jaune et rouge. Donc c'est parfait puisque ça correspond aux couleurs vert pour Sion Imperium, bleu pour Néo Human Republic, orange pour Feng et rouge pour Terra Corps. Et donc, une fois que vous avez imprimé ces petits plateaux, alors il y a aussi les dés. Donc là, vous utilisez soit une petite table, soit vous collez des pastilles sur votre dé, comme vous voulez. Moi, je les ai achetés, les CDJ Solo System, c'est pas cher, mais c'est vrai que c'est gratuit. Donc, c'est quand même bien. À partir de là, vous les mettez sur les côtés, c'est-à-dire que vous vous retrouvez ici avec un setup normal, on a les objectifs qui sont entre les joueurs, et vous humains, vous prenez aussi le CDG Solo System, puisque ça représente la main du joueur. Ce sont les mains, les cartes qui sont dans sa main. C'est valable pour l'automaton, et c'est valable pour vous. Donc à partir de là, la pioche au niveau du setup, vous laissez apparaître les 2 premières cartes, ça c'est toujours le CDG Solo System, donc il n'y a pas de mulligan. Et ce deck, il est fait à partir donc des cartes. Pour la première partie, il vaut mieux prendre le starter deck qui est dans le manuel, une installation au hasard et une modification au hasard. Et là, on a 22 cartes, ce qui est très raisonnable. Donc c'est un jeu rapide, il n'y a pas énormément de cartes, chaque unité est précieuse, elles ne reviennent pas, sauf conditions très particulières, et que pour une seule faction. Donc à partir de là, on se retrouve avec les différentes phases d'un tour, puisque ce sont donc des tours qui vont se succéder. Généralement, on arrive à 6, 7, 8, peut-être 9 ou 10 tours, et hop,
le jeu est terminé puisque ça déménage quand même, hein, il y a quand même de l'action. Donc on a des phases qui sont quasiment identiques. La seule différence, c'est que en fait, vous piochez pas puisque ce sera simplement les slots qui seront remplis une fois utilisés. Donc, quand vous défaussez une carte ou que vous la mettez en jeu, vous remettez à partir du deck la carte face cachée sur le slot où elle était. C'est ça le CDJ Solo System. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation de base de ce système, mais il est très simple. Et donc, pour ce jeu, on a simplement la order phase qui change, c'est-à-dire que l'humain ou l'automaton, donc à tour de rôle, et donc on va d'abord définir qui est le premier joueur en lançant 2 dés, celui qui fait le plus commence, et chaque tour on passera le token du premier joueur. Et donc on active soit une installation, soit une unité, soit on joue une carte. Voilà, c'est tout. Bien sûr, pour ce faire, il faut utiliser le command token ou le supply token. Donc ça dépend du coût des cartes. Et donc, le CDG Solo System, lui, ne sert que pour jouer une carte. Et donc là, on s'aperçoit que tant qu'il aura des ressources, il va essayer de retourner ses cartes pour jouer ses ressources. Et une fois qu'il n'y aura plus de ressources, voilà, la phase d'ordre elle est terminée. Et c'est valable pour l'humain comme pour l'automaton. Donc là, la contrôle phase elle est identique, la phase des portes donc est identique, la phase des pertes est identique, puisque les unités survivent de justesse si elles ont autant de points de vie que de dégâts jusqu'à la fin de la phase de contrôle. Et après, à cette étape, elles sont retirées du jeu parce qu'elles finissent par s'écrouler. Et donc ensuite, tout est identique, sauf la pioche, puisqu'effectivement, je vous l'ai dit, on recomble les cartes qui sont jouées. Par exemple, vous jouez cette carte-là, vous la mettez en jeu, et à partir du paquet, vous remettez une carte face cachée dessus. C'est juste au début du jeu, au niveau du setup, qu'on a ces 2 premières cartes dévoilées, c'est tout. Donc ici, on a pour l'activation d'une installation, les règles de l'installation, donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On a 2 installations et puis on peut les mettre l'une sur l'autre pour avoir plus de défense. Mais surtout, on peut les activer, elles ont toutes des pouvoirs, c'est très intéressant. Et bien sûr, on active les unités. Donc quand on les active, on regarde si elles ont besoin de bouger, et est-ce qu'elles ont besoin d'attaquer ou non. Parce qu'effectivement, si elles se retrouvent toutes seules sur un objectif, elle ne va pas attaquer. Mais au moins, elles gardent cet objectif, puisque c'est vraiment un jeu tactique. Donc ça, c'est issu en fait de l'extension solitaire. Donc cette partie-là, elle est parfaite. Vraiment parfaite. On a vraiment l'automaton qui va essayer de prendre l'objectif central, qui est le principal, puis après l'objectif à droite, puis l'objectif à gauche. Et bien sûr, s'il voit des ennemis, il attaque. Là, j'ai mis quelques exemples d'activation d'unité. Si l'unité a un pouvoir de mouvement et qu'elle doit bouger, bien sûr qu'elle va utiliser son pouvoir. Pareil pour l'attaque, si elle doit attaquer, qu'elle a un pouvoir d'attaque, bien sûr qu'elle va utiliser son pouvoir. Alors je mets pas ça pour l'humain, je mets ça pour l'automaton. Si vous avez cette unité pour l'automaton, bien sûr qu'il va voir s'il peut l'utiliser ou non son pouvoir. Et donc ici, si vous avez des cartes avec des pouvoirs qui sont ni en mouvement ni en attaque, à ce moment-là, par exemple, cette carte-là fait de la guérison, de la réparation, l'automaton aussi va l'utiliser. Donc ça, c'est pour l'activation d'unité. Et si vous jouez une carte, voilà, le CDG Solo System, il commence ici. Donc vous jetez le dé, donc il y a différentes faces. Et vous voyez, ça, ABC, AB, CDE, DE ou C, ce sont les slots qu'on a vus précédemment. Ici, A, B, C, D, E. Donc, si on a A, B, C, c'est ces trois-là qui sont dévoilés si elles ne le sont pas, mais en tout cas qui vont pouvoir être jouées. Et donc, on regarde ici les conditions. Donc ici, on regarde, en fait, c'est C ou la carte la moins coûteuse.
Et là, c'est le support ou la carte la moins coûteuse. Donc une unité la plus la moins chère, quoi. Et ça, ces petits tableaux, on les verra plus tard. C'est vraiment pour aider. Donc en fait, quand on joue d'abord au niveau des slots, par rapport à ses ressources, l'automaton, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il a 3 ressources, il a une unité qui coûte 3, c'est la plus chère, bien sûr qu'il va la jouer. Bien sûr que les unités les plus puissantes, ce sont celles qui coûtent le plus cher. C'est une évidence. Donc on regarde le coût des cartes. Donc là, par exemple, vous voyez, ça coûte 1, ça coûte 1, ça coûte juste un supply, ça coûte 1. Mais des coûts, il y en a pas mal. Donc par exemple, ça c'est 3, ça c'est 2, pour l'automaton, ça fait 2. Mais pour vous, c'est 1 et un commande et un supply. Bien sûr, l'automaton doit jouer le commande et le supply. Mais c'est dans sa vision du coup, ça, c'est plus que ça. Donc, au niveau priorité, il va d'abord jouer les cartes de 3, d'un coup de 3, un coup total de 3. Ensuite, s'il n'a pas de carte de 3, alors, s'il a suffisamment de ressources pour jouer, il va la jouer, mais si par exemple il a que 2 ressources, il peut pas la jouer, donc il va jouer une carte de 2. Puis s'il a plus qu'une ressource, il va jouer que la carte de 1. Voilà, et puis après si c'est gratuit, bien sûr qu'il va la jouer. Mais en priorité, les ressources dédiées aux cartes les plus fortes, c'est pas évident. Ensuite, si on a égalité, là on voit que c'est que des... Tout ça c'est égal à 1 pour l'automaton, 1, 1, 1, 1. Il va commencer par jouer des supports, ensuite les unités. Par contre, les unités, si elles sont égales, il va commencer par choisir celle qui a le contrôle le plus fort. Donc vous voyez, le contrôle il est à 2 ici, donc il va privilégier celle-ci. Et il va placer les initiatives qui sont pour la première unité qu'il va mettre en jeu, elle aura une initiative de 1. La deuxième, une initiative de 2, etc. Puisqu'en fait, il les joue dans l'ordre. Quand il joue, qu'il active une unité, il commence par la première. Puis une fois qu'elle a joué, si elle peut jouer, par exemple si elle est toute seule sur l'objectif central, même s'il n'y a pas d'ennemi, il fera rien, parce que s'il bouge, il va certainement pas perdre l'objectif, donc il reste sur l'objectif central. S'il n'y a personne à attaquer, il n'y a personne à attaquer, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Donc il passe à l'unité numéro 2, et ainsi de suite. Mais enfin, c'est très rare, hein. L'humain il va pas se laisser faire, donc il va attaquer aussi l'objectif central. Et donc il y aura du monde, donc il y aura du combat. Et enfin, s'il n'a pas d'unité à jouer, il joue une modification, puisque les installations, il les a déjà en jeu. Enfin, s'il y a 2 cartes qui ont la même valeur de contrôle, tout en ayant le même coût, là, il va privilégier l'attaque, qui se nomme ici Offense. Donc là, ça c'est pour le choix, c'est-à-dire que comme les modifications sont bien sûr toujours positives pour le camp qui les joue, donc en premier, je les ai mis en vert, il va jouer sur une unité, d'abord sur l'objectif central, bien sûr, qui est toujours privilégié, puis l'objectif à droite, puis l'objectif à gauche. S'il n'y a personne, on ne joue pas. Et à ce moment-là, il va prendre l'unité qui a le total de contrôle le plus haut. Et puis s'il y a égalité, celle qui a le total de défense le plus haut. Et enfin, s'il y a égalité, celle qui a le moins de dommages. Donc ça, c'est ce qu'il fait de base. Quand il commence son tour, il regarde ce qu'il peut jouer à partir des slots qui ont été désignés par le dé de destin. En sachant que les slots qui ne sont pas désignés, c'est simplement des unités, un support ou une installation qui ne sont pas prêts. Ils sont en cours de déploiement, ils sont en cours de construction, ils n'ont pas encore leur carburant, ils n'ont pas reçu leurs ordres, ils n'ont pas encore toutes leurs munitions, ils sont simplement pas disponibles. Et ça, c'est un postulat du CDG Solo System. Tout n'est pas disponible en permanence, tout le temps. On est sur un champ de bataille. Tout se déroule pas parfaitement. Donc là, par exemple, si vous faites AB, on se retrouve avec en disponible, available A et B. Vous voyez bien qu'ici, donc, c'est pas disponible, même si on avait envie d'utiliser ces unités, même si on avait les 3 commandes token, on pourrait pas la jouer, puisque c'est simplement que cette unité n'est pas disponible. Elle n'est pas prête, elle est en cours de déploiement, elle a beau être dans notre main, on peut pas la jouer.
Et donc, ça force les joueurs qui jouent à ce système à s'adapter à la situation, c'est-à-dire faire avec ce qu'on a. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a d'autres unités, on a d'autres cartes, et il faut jouer avec. En fait, il faut bien comprendre que cette notion de disponibilité ou d'indisponibilité, c'est le cœur du système du CDG Solo System. C'est pas simplement simuler une main d'un adversaire artificiel. C'est arriver à faire avec ce qu'on a. Donc on a des imprévus qui se passent au niveau du champ de bataille et on doit faire avec. Et ça c'est vraiment intéressant puisque ça nous force à réfléchir. Ça serait complètement différent si toutes les cartes qu'on avait, tout un deck, étaient empilées devant nous et que simplement on avait à choisir la plus adaptée à la situation. Il n'y aurait aucun challenge, aucun défi, ce serait pas vraiment intéressant. Là, bah, on a le hasard des cartes qui sont mélangées dans le deck, et ensuite on a une main, et dans cette main on en a certaines qui sont disponibles et d'autres non, et ça c'est une grande force de ce système. Donc ici on voit qu'on ne peut pas jouer donc le slot C, le slot D, le slot E. On a le A et le B qui sont parfaitement identiques, donc on a des coups identiques, des notions de contrôle identiques et d'attaque identiques. Donc là, bah, c'est là qu'on a le petit tableau aléatoire. Bah, si on a deux cartes, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a rien de méchant. Ici, bah là, ce sont les slots D et E qui sont disponibles. Ceux-là donc sont indisponibles. Et donc on va toujours reprendre ce principe. D'abord, en cas d'égalité, est-ce qu'on joue un support? Est-ce que c'est possible? Sinon, on joue la unité qui a le plus haut contrôle. Sinon, bah, une unité de base, même si elle a un contrôle qui n'est pas terrible. Et des modifications. Après ici, c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'on a le C ou l'inférieur. C, c'est le slot C. Ça, c'est rien de compliqué. Par contre, le petit signe inférieur, c'est la carte la plus basse en coût. Donc par exemple, parmi tous les slots, on regarde la carte la plus basse en coût. Donc là c'est 2, là c'est 2, le slot C on peut le jouer, et là c'est 1. Bah voilà, donc ce sera le C ou la plus basse. Donc on faut choisir. Donc là on voit que s'il a 3 commandes token, bah, l'automaton va bien sûr jouer cette carte. S'il n'a pas 3 commandes, eh ben, il va jouer celle-ci, à condition bien sûr d'en avoir au moins un. Là c'est à peu près la même chose, sauf que le E, en fait, dans le CDG Solo System, ça s'applique à des cartes particulières, par exemple des événements. Là ce sont les supports dans ce jeu. Et donc, on va voir si on peut jouer un support ou la carte la plus basse. Donc, effectivement, le support c'est la priorité, et sinon, une unité pas chère. Donc là, par exemple, bon, bah, celle-ci elle n'est pas dévoilée, donc on peut pas considérer qu'on peut la, on peut même pas regarder ce que c'est, puisqu'il faut qu'on tombe sur un C pour pouvoir la dévoiler. Donc les 4 autres sont dévoilés. Là c'est 2, là c'est 2, donc là c'est un support, et là c'est 1. Donc on regarde s'il a un supply token, le petit éclair. S'il l'a, bah bien sûr qu'il va jouer le support, mais à condition que la condition soit effective. Donc après il faut lire quand même le texte de la carte. Et ici qu'est-ce qu'on a? Bah, on choisit l'opposant et il doit payer un commande. Donc bah, si l'humain a un commande, oui, il va le faire. Par contre, si l'humain a épuisé toutes ses ressources, bah, on voit bien que la condition n'est pas réunie, donc le support peut pas être joué. S'il peut pas être joué, eh ben, il va jouer une unité. Voilà, il n'y a rien de méchant, et après il remplit les slots. Cette page, c'est pour comprendre comment on pioche avec le CDG Solo System. En effet, on a une main de 5. Mais ça peut arriver d'avoir des cartes qui nous font piocher. Par exemple là, une carte ou 2 cartes. Donc, puisqu'on en a déjà 5, c'est comme si on en avait 6. Donc là, par-dessus la carte qui se trouve sur le slot A, qu'elle soit cachée ou non, ça change rien, on met une 6e carte. Bien sûr, face cachée. Et lorsqu'on dévoilera, bah on dévoilera effectivement toutes les cartes. Donc la 6e, elle est là, dans le slot A, en plus de celle qui est déjà dans le slot A. La 7e sera en D, la 8e sera en B, et la 9e
en E. Donc A, D, B, E. Après, j'ai jamais vu plus. Donc du coup, déjà, on arrive à un total de cartes qui est quand même intéressant, puisque de toute façon, quand on va les jouer, les cartes vont partir, et si jamais on repioche, bah, ça reviendra par-dessus. Donc, il faut bien comprendre, par exemple ici, on pioche 2 cartes, mais ensuite, on recomplétera. Donc en tout, on piochera 3 cartes de notre deck. C'est-à-dire 2 cartes pour l'effet. Donc en l'occurrence, si on avait 5 cartes, bah, une sur le A et une sur le D. Et si cette carte-là, par exemple, était en B, bah, la troisième sera pour compléter la main de base qui est le slot B. Voilà. Et si on en avait déjà, par exemple, 7 des cartes, et qu'on doit quand même piocher 2 cartes, et ben alors à ce moment-là, on en aura la 8e en B, et la 9e en E. Et puis, on recomplétera ici. Celle-ci, c'est différent parce que c'est un effet où on pioche juste une carte. Donc du coup, bah, on la posera selon où on est. Si on en a 5, on la posera en 6e position. Si on en a 6, on la posera en 7e position. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais rien de méchant. C'est-à-dire que j'ai mis des conditions par rapport à ce que doit faire l'IA. Par exemple ici, l'attaque nucléaire, bah, il détruit tout. Donc il faut quand même qu'il le fasse intelligemment. Donc la condition F, c'est si l'humain a 2 fois plus d'unités que l'automaton. Donc par exemple, si l'automaton n'a que 2 unités, l'humain en a 4, il est pris de vitesse, hop, il remet les pendules à l'heure et il déclenche ce support. Si la condition n'est pas réunie, bah, il ne peut pas jouer le support. Voilà, c'est tout simple. Donc il suffit de regarder les conditions. Par exemple, en A, on inflige un dommage. Bah, on inflige un dommage où? D'abord sur l'objectif central. Sinon sur l'objectif qui est à droite. Sinon sur l'objectif qui est à gauche. Et s'il n'y a aucune unité ennemie sur des objectifs, bah effectivement, on ne va pas envoyer un bombardement, ça n'a aucun sens. Donc, si par exemple on est sur l'objectif central, on regarde ici les unités en rouge, donc puisque c'est le A, et on regarde l'unité qui va être frappée, donc pas celle qui a déjà des dommages suffisants, les fameux 3 points de vie qu'on a déjà parlé. Ensuite, celle qui a la plus de dommages, comme ça on l'achève. Si on peut faire 4, bah, elle disparaîtra carrément du jeu. Sinon, celle qui a le total de défense le plus bas, et sinon, celle qui a le total de défense, de contrôle, pardon, le plus haut. Et inversement, par exemple là, on va faire un mouvement en I, parce qu'on a une carte qui nous permet de faire un mouvement d'une unité amie, et ben on va prendre celle qui a le contrôle le plus fort. Et à défaut, s'il y a égalité, si on en a 2 qui ont la même valeur de contrôle, bah celle qui a la plus de défense. Donc on voit que c'est quand même intéressant puisque c'est l'inverse de celui-là. Et ici, bah, on va envoyer, par exemple sur l'objectif central ou l'objectif de droite si on a déjà l'objectif central, en tout cas là c'est l'automaton qui se sert de cette table, l'unité qui a le plus de contrôle. Et puis s'il y a égalité, celle qui va pouvoir le mieux se défendre. Et à cas d'égalité, celle qui a le moins de dommages. Voilà, il n'y a rien vraiment de méchant, il suffit de lire les conditions, et puis l'automaton jouera si la condition est réunie. Là on a des habilités, puisqu'on va voir plus loin que les nouvelles unités au niveau de l'extension, des extensions, ont des habilités. Si on continue, on a ici comment l'automaton joue les unités de soins, puisqu'on a des androïdes qui permettent de faire des soins sur le champ de bataille. Actuellement, sans mes extensions, on n'a qu'une seule unité d'un seul camp qui fait les soins. Et donc on voit que même s'il perd le contrôle, chose qu'il ne fait pas normalement dans ses mouvements, s'il perd le contrôle d'un objectif, il bouge pas normalement. Mais là, les soigneurs, eux, leur but c'est de soigner, donc même s'ils perdent le contrôle, là on voit bien qu'il va perdre le contrôle puisqu'il n'a pas d'autres unités, ben, il va quand même aller ici pour soigner. Donc lui il passe de 2 points de dégâts à 1 point de dégâts. Et puis il continue, parce que si on a donc un command token, ça fait 2 actions. Donc 2 actions,
Ça fait 2 mouvements. Premier mouvement, deuxième mouvement. Donc il fait 2 soins. Alors là, c'est la téléportation, puisque le camp Feng a la téléportation sur ses unités Android, et donc là, il se téléporte directement là, puisque souvenez-vous, il faut aller normalement par l'objectif central pour aller sur l'autre objectif. Ou bien il faut revenir chez soi pour revenir sur l'objectif du côté opposé. Mais là, avec la téléportation, il peut aller là directement. Et ensuite, il peut se permettre de revenir ici pour contester l'objectif. Donc c'est quand même intéressant, c'est ce management d'unité médicale, il n'y a rien de sorcier. Là, ce sont les ressources, c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours jouer les command tokens comme les humains, mais il ne jouera pas le supply token pour les activations. Il le garde uniquement pour jouer les cartes, parce que s'il l'utilise pour les activations, il ne pourra jamais utiliser le supply token pour jouer des cartes, puisqu'il y a un certain nombre de cartes qui utilisent le supply token. Si on ne l'a pas, on ne peut pas les jouer. Notamment des modifications, des installations, des supports et certaines unités. Donc il le garde toujours sur le coude. Et il veut le dépenser pour jouer des cartes, pas pour activer. Bon là c'est un cas particulier, il suffit de lire. Et enfin on arrive sur les extensions. Donc il y a 3 extensions. La première, c'est la dimension aérienne, donc une 3e dimension de jeu. Il n'y a rien de méchant, il y a 2 scouts, 2 fighters, 2 bombers par camp. Après on a une extension donc d'androïdes de combat, donc des androïdes médicaux, des androïdes qui vont attaquer légèrement et ceux qui vont attaquer lourdement. Et enfin on a la météo qui vient en supplément. Donc ici on voit la plateforme orbitale qui va non pas déployer la première vague, qui est déjà depuis 1 an en train de combattre sur la planète, il faut lire l'historique qui est à la fin du manuel, et ces plateformes, elles viennent d'arriver en fait, puisque avant c'était simplement des vaisseaux ruches, des hives, qui arrivaient et qui débarquaient toute la partie troupe, qui existe déjà depuis 1 an sur la planète. Et là, moi ce que je propose, c'est la 2e vague. Donc on a une partie aérienne et une partie Android. Après, on se retrouve ici avec un plateau de jeu. Donc ça c'est un format A4, rien de méchant. On pose ici notre faction. On met ici les 6 cartes aériennes, les 6 cartes de modification et les 6 cartes d'Android. Tout le reste est ici. Et bien sûr, là on a la défausse. Et ça, c'est l'installation qui peut être jouée par l'humain s'il la pioche. Par contre, l'automaton, lui, commence avec ces 2 cartes l'une sur l'autre. Et donc, on a la même chose pour le Neo Human Republic. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout ça, c'est le dos des cartes. Après, pour Feng et pour Sion Imperium. Donc il y a juste à imprimer les petits plateaux. Et voilà comment on commence. Donc là, on prend une copie de toutes les cartes. Donc c'est plus 2 cartes. C'est-à-dire que normalement, on a 2 cartes qui sont identiques à chaque fois. Et on arrivait à un total de 18, donc on pouvait en prendre que 9. Là, on arrive avec un total de 18, mais en prenant toutes les cartes en un seul exemplaire. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas jouer avec une partie des cartes, je veux jouer avec toutes les cartes. Ça donne une plus grande richesse. Et pour l'automaton, je pense vraiment que c'est indispensable, ça crée des synergies beaucoup plus intéressantes. Donc on a une copie des 16 cartes, chaque faction a 16 cartes, et une installation. Il y en a 3, il suffit de tirer un dé de 6 au hasard, et on se retrouve avec 18 cartes. Voilà. Après, on mélange donc les cartes aériennes, on mélange les androïdes, on mélange les modifications, et on arrive ici, après le setup, on retourne la première carte aérienne, on retourne la première carte d'androïde, de combat, et on retourne la première carte de modification. Donc toutes ces cartes vont être jouables comme si elles étaient sur le display. D'accord? Donc ça c'est l'installation, et il y en a 2, donc ça fait
ça fait un bonus au niveau de la défense. Voilà, là on a un exemple. Donc, en fait, on voit bien, sans les extensions, on a simplement le display avec la main. Et là, avec les extensions, on se retrouve avec des unités aériennes en supplément qui peuvent être jouées comme si elles étaient sur le display. Là, on peut considérer que ça, c'est la suite du display. Les unités d'Android de combat, mais bon, on peut jouer que celle qui apparaît, bien évidemment, et la modification, enfin, la carte de modification qui a été dévoilée. Donc là, par exemple, on a fait AB, bah, il faut choisir parmi celles-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc là, on a 6 cartes qui sont disponibles. Donc là, il va prendre, s'il a beaucoup de command tokens, en l'occurrence il les a tous s'il est en début de partie, bah bien sûr qu'il va prendre celle qui coûte le plus cher, c'est pour ça que là j'ai entouré en vert. Il va prendre celle qui coûte 3, et il va la jouer dans la zone aérienne, on le verra après. Bon là j'ai mis d'autres exemples, vous pourrez les lire tranquillement. Voilà. Alors comment se jouent justement les unités aériennes? Bah, en fait, vous vous souvenez qu'ici on a le setup classique, et ici vous mettez les petits plateaux qui simulent la main. Bah, au centre, ce sont les unités aériennes, c'est la zone de vol. C'est-à-dire qu'on quitte l'espace, on arrive dans haute altitude, et on va directement dans cette zone. Cette zone, donc, simule soit la haute altitude, soit la basse altitude. C'est la zone de vol des unités aériennes. Et donc, hormis s'il y a une tempête magnétique, donc ça concerne la météo, où les unités aériennes bah, vont simplement se cracher, donc elles évitent les tempêtes magnétiques, et donc elles partent en haute altitude. Elles utilisent toutes leurs phases pour partir en haute altitude, donc elles sont drainées, tout simplement. Alors qu'en basse altitude, elles se retrouvent par-dessus l'ensemble de tous les objectifs, puisque la zone aérienne se situe au-dessus de tous les objectifs. Donc une unité aérienne pourra cibler n'importe quelle unité terrestre qui est sur n'importe quel objectif. Inversement, elles sont visibles de toutes les unités terrestres qui sont sur tous les objectifs. Alors par contre, haute altitude, non, elles ne peuvent pas viser à partir de la haute altitude, et elles ne peuvent pas être visées si elles sont elles-mêmes en haute altitude. Voilà, après c'est trop loin. Donc vous pourrez les essayer, les unités aériennes, une fois que vous aurez l'habitude du jeu. Là, comment ça fonctionne? En fait, on rajoute une phase de renforcement, c'est-à-dire que les plateformes ont un certain nombre d'escadrilles qui vont être déployées, et soit vous les payez normalement, puisqu'elles sont disponibles, vous pouvez les payer, et donc ça veut dire que vous mettez un certain nombre de carburants, de munitions, de temps, d'énergie, etc., etc., pour qu'elles soient déployées, mais sinon gratuitement, par cette 6e phase, qui est celle du renforcement aérien, vous pouvez jeter un dé et demander à la plateforme orbitale, si c'est possible, gratuitement de recevoir une escadrille. Alors bien sûr, l'automaton ne le fera que s'il n'a pas déjà l'unité. Hein. Donc par exemple, s'il a déjà un scout, bah, il ne va pas redemander un scout. Parce que s'il avait toutes les unités aériennes, ça ferait 6 unités, et tous ces tokens iraient dans l'activation de ces unités aériennes. Et du coup, bah, il ne ferait plus rien au sol, il ne contrôlerait plus aucun objectif, parce que les objectifs donc, sont contrôlés par les unités terrestres. Les unités aériennes n'ont pas de contrôle. Vous voyez, elles n'ont pas de contrôle, elles sont en l'air, et c'est pas en l'air qu'on contrôle les objectifs, c'est au sol. Ici, donc, on a les résultats. Par exemple, les unités aériennes Scout, bah, sur un 2+, on arrive à convaincre la plateforme orbitale parce que c'est facile à déployer. Pas trop de munitions, pas trop de fuel et pas trop de temps de déploiement. Les fighters, il faut faire 3+, le bomber 4+. Voilà, il n'y a rien de méchant à comprendre. Et bien sûr, après, dès qu'il y a une carte qui est jouée, bah, on dévoile celle du dessous, comme d'habitude. Enfin, pour les displays, c'est ce deck-là qui part ici, mais par contre, celle-ci, bah, il y en a 6,
et comme ici. Donc dès qu'il y en a une qui est jouée, bah, on dévoile celle qui est en dessous. Après, elles ont des petits comportements. Par exemple, les scouts, eux, ils font perdre du command token au niveau de l'adversaire, puisqu'elles ont fait des reconnaissances de terrain, donc elles contrecarrent les plans de l'ennemi, donc elles lui font perdre du temps et de l'énergie, donc le command token de l'ennemi est abaissé. Il y a un petit ajout sur l'altitude, puisque en haute altitude, il n'y a pas de reconnaissance, puisque il voit rien, c'est beaucoup trop haut. Ici, le bombardement sera beaucoup trop incertain. Par contre, même si les unités aériennes qui se trouvaient en basse altitude sont drainées à cause de la tempête magnétique et sont obligées de monter en haute altitude et donc perdent toute activation puisqu'elles ne peuvent plus rien faire, donc il n'y a pas de mouvement au niveau aérien puisqu'elles sont au-dessus du champ de bataille, donc elles sont partout en fait. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a que de l'attaque ou des pouvoirs qui s'activent. Mais par contre, si elles arrivent en jeu, elles sortent de la plateforme orbitale. Donc, si elles sortent de la plateforme orbitale, elles passent par la haute altitude. Donc elles peuvent pas descendre puisque sinon il y a la tempête magnétique. Donc elles vont rester à haute altitude. Mais dans le cas de déploiement à haute altitude, elles peuvent combattre. Elles sont pas drainées puisqu'elles viennent pas de la basse altitude. Donc elles attaqueront des unités aériennes si elles le peuvent. Et bien sûr, ils peuvent aussi se battre en basse altitude en permanence. Mais là, c'était le cas pour dire si c'était possible en haute altitude ou non. S'ils ne peuvent pas faire leur action prioritaire, elles vont essayer de cibler des unités terrestres en ayant 2D pour retenir que le meilleur. On verra en détail toutes les habilités plus tard. Et si elles s'écrasent, on regarde si elles s'écrasent sur un objectif, et si oui, sur quel camp. Et là, si malheureusement elles tombent sur une unité amie ou ennemi, les deux vont disparaître en même temps. Donc là, ça peut faire très mal. Ici, on a les unités, donc il y a juste à les imprimer et à les découper. Donc là, on a les premières unités de TerraCorps, donc les androïdes médicaux. Là, c'est ceux qui attaquent un petit peu plus fort, donc vous voyez que la partie contrôle augmente, la partie force attaque augmente, et bien sûr le parti coup augmente, et la partie défense augmente. Voilà, quelque chose de cohérent. Ici, Neo Human Republic, c'est la même chose, mais on a des pouvoirs qui peuvent être différents. Par exemple, la formation, c'est inhérent à cette faction, tout comme ici, le Kless, c'est inhérent à cette faction. Là, c'est original, puisque c'est lié à l'état d'esprit du Sion Imperium, c'est de l'autodestruction. Donc quand cette unité est éliminée, elle inflige un dommage à chaque ennemi terrestre présent sur le champ de bataille où elle meurt. Là, c'est pareil, on continue. Donc avec les autres unités, les unités aériennes. Donc ça, c'est les scouts, chasseurs, bombardiers. Pareil pour les autres. Si on regarde maintenant les pouvoirs, puisqu'après c'est la météo, on finira par la météo. Avant de passer sur la météo, on peut voir plus en détail l'habilité de toutes ces nouvelles unités. Donc les androïdes médicaux, on voit bien quand ils arrivent sur un champ de bataille, ils enlèvent un dommage à une unité ennemie. Les androïdes peuvent aussi se réparer, donc quand ils subissent des dommages, un ou des dommages, ils roulent 2 dés, et s'ils font un double, ils auront la possibilité de retirer un dommage. L'Overwatch Protocol, donc ça veut dire qu'en fait ces androïdes peuvent être activés sans payer de commande token, mais uniquement pour faire de l'attaque. Et bien sûr, une fois qu'ils auront agi, ils seront entraînés, comme toute autre unité qui a terminé son activation. Ici, c'est de l'autodestruction pour la faction Sion Imperium.
Là, c'est la téléportation pour la faction Feng. Là, on est sur la partie purement aérienne. Donc, toutes les unités aériennes peuvent viser des cibles terrestres qui leur semblent quasiment immobiles, puisqu'ils vont tellement vite que, avec leurs instruments de ciblage, les unités terrestres sont faciles à toucher, donc ils roulent 2 dés et on prend le plus haut résultat. A l'inverse, pour les unités terrestres, les unités aériennes sont tellement rapides qu'on prend le résultat le plus bas. Alors, bien sûr, les unités en mêlée, c'est même pas la peine d'y penser de toucher une unité aérienne. Les bombardiers, eux, ils essayent de faire un maximum de dégâts sur les unités terrestres et donc sur tous les objectifs, puisque en fait s'il y a 3 ennemis, un sur chaque objectif, il va taper les 3 ennemis. Voilà. Et donc si on regarde les conditions des unités aériennes, on revient ici. Voilà, seulement si l'humain possède au moins une unité sur 2 objectifs. Parce que de toute façon, si c'est du gâchis de l'utiliser sur une seule unité. Donc si l'humain a deux objectifs avec des unités terrestres, le bombardier va enclencher son bombardement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si on revient sur la partie des habilités, voilà, on a le scout qui lui, avec sa mission de reconnaissance, contrecarre les actions ennemies, il lui fait perdre du temps, de l'énergie, du carburant, et donc c'est comme si un command token était épuisé. Donc l'humain, s'il en a un, il le perd. Bien sûr, l'humain fait la même chose à l'automaton. Celui-là est très important, cette capacité, puisqu'on la retrouve sur les androïdes qui ont cette capacité. Donc par exemple, là je vais vous le... Voilà, donc ici les androïdes lourds, parce que tous les androïdes ont la réparation, mais bien sûr la capacité des médicaux c'est de soigner, la capacité des androïdes légers c'est d'avoir ce protocole qui permet d'économiser des command tokens, et les androïdes lourds, eux, ils ont des systèmes avancés de tir, de contrôle de tir, qui leur permet de viser des cibles aériennes avec une facilité, et donc toutes les unités EV ont ce Advanced Fire Control System, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile, les unités aériennes auraient une prédominance sur le champ de bataille et ce serait injouable. Et bien sûr, l'automaton, dès qu'il a une unité EV, il va l'utiliser en priorité pour voir s'il ne peut pas dézinguer une unité aérienne de l'ennemi. Et donc ce sera aléatoire par rapport au nombre d'unités aériennes ennemies. Vous roulez un dé de 6 et puis vous regardez sur qui ça tombe. Si on revient à présent sur la partie météo, qu'on n'a pas encore vue, donc vous noterez, pas de contrôle sur les unités aériennes, c'est pas en l'air qu'on contrôle les objectifs terrestres, mais les unités aériennes sont quand même très fortes. Donc là, c'est carrément une phase en plus. Donc là, c'est plus une 6ème phase, c'est une phase 0, une phase préliminaire. Et donc, vous jetez un dé, et si ce dé donne 4, tout va bien, il fait beau, aucun problème. Par contre, sur 1, 2 ou 3, vous piochez la carte, et vous la mettez sur l'objectif 1, 2 ou 3. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Et après, quand c'est un nouveau tour, donc par exemple au début du 2e tour, s'il y a une carte météo, si vous n'avez pas fait 4, il y a une carte météo, s'il y a une carte météo, vous la défaussez, vous rejetez le dé, et vous regardez s'il y a une évolution de la météo en surface de la planète 581. Ici, j'ai fait une petite FAQ pour qu'on comprenne bien, puisqu'on a 4 conditions. On peut avoir effectivement des pluies acides. Ces pluies acides infligent un dommage à toutes les unités présentes sur l'objectif où il pleut. C'est pluie acide.
Et donc, oui, c'est corrosif, très corrosif, ça attaque même le métal. Et donc, pour cette raison, l'automaton ne va jamais envoyer d'unité sur un objectif où il y a ces pluies acides. Il est pas fou. Au niveau des tremblements de terre, on a les EV et les units et les Android units qui vont être drainés. Donc ça veut dire que ceux qui sont présents, bah en fait ils feront rien, puisque ce drain arrive à la phase météo, qui est la phase 0. Et si on en déploie, bah, ils seront aussi drainés. Parce qu'en fait ils sont tellement encombrés que bah, déjà ils sont bien occupés à ne pas être touchés par le tremblement de terre, à pas se retrouver par terre, à pas recevoir des rochers sur eux. Donc on a cette condition météorologique qui est pas très cool pour eux, mais voilà, c'est une planète où il se passe des choses. Ensuite, on a, vous le connaissez déjà, la tempête magnétique, donc ça ne concerne que les unités aériennes, puisque c'est en fait à basse altitude. Alors c'est sur toute la planète là, hein, on n'est pas... pardon. Là, c'est que sur l'objectif. Là, c'est que sur l'objectif. Là, c'est que sur l'objectif, mais le fait que ce soit non pas une pluie en basse altitude, en surface, un tremblement de terre, ou une tempête de sable en surface, là c'est carrément en basse altitude, toute la planète est concernée, donc du coup on a une tempête magnétique, et toutes les unités aériennes sont obligées de partir en haute altitude. Et donc, à cette phase météorologique, elles sont drainées puisqu'elles perdent tout le temps qu'elles auraient pu avoir pour combattre à monter justement en haute altitude. Il n'y a que si elles sont déployées depuis l'espace qu'elles se retrouvent en haute altitude, et là donc elles ne sont pas drainées puisqu'elles ne viennent pas de la basse altitude. Et bien sûr, ils peuvent s'affronter en haute altitude, il n'y a aucun problème, ça c'est de la basse altitude. Et puis la tempête de sable, donc là par contre ça isole un petit peu dans le sens qu'on ne voit rien, donc il n'y a pas de mouvement vers cet objectif, depuis cet objectif. Donc pas de renforcement, pas de déploiement, et également pas de repli vers sa base, par exemple, ou vers un autre objectif. Et par contre, comme il n'y a aucune visibilité, les unités aériennes ne pourront pas tirer sur un objectif pris dans une tempête de sable, et inversement, les unités terrestres ne pourront pas tirer sur une unité aérienne à travers la tempête de sable, c'est pas possible. Par contre, la téléportation fonctionne. Ensuite, j'ai mis également par rapport à des cartes qui avaient des effets, si c'était possible, par rapport aux conditions météorologiques. Donc on voit par exemple que lorsqu'il y a des tempêtes magnétiques, bah, la partie bombardement n'est pas possible parce qu'il y a des instruments quand même assez précis qui détestent la tempête magnétique. Donc on peut pas faire certains supports comme un bombardement atomique, c'est pas possible. Et donc les unités aériennes, bah, bien évidemment, vous voyez, elles n'aiment pas du tout cette tempête magnétique, donc ça marchera pas. Et une tempête de sable, c'est pareil, au niveau aérien, bah là, on va pas aller déployer une unité de cette façon. Donc là, en fait, c'est simplement que à partir de sa main, on déploie non pas sur sa base, mais directement sur un objectif extérieur, cette unité. Et ben là, ce sera pas possible puisque vous voyez bien qu'elle utilise le vol. Et donc, même si la tempête de sable est en surface, eh ben, n'empêche que il va bien falloir se poser. Et on se pose pas au milieu d'une tempête de sable. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, il suffit de regarder les réponses que j'ai mises. Et ensuite, vous avez les cartes proprement dites. Donc, il y a quelques variantes. Donc là, c'est les pluies acides, vous voyez, donc il y en a quelques-unes, voilà, vous pourrez les imprimer. Ça, c'est les tremblements de terre. Donc là, il y en a également
plusieurs variantes, mais c'est toujours le même effet. Là, ce sont les tempêtes magnétiques. Voilà, donc des illustrations différentes, mais c'est les mêmes effets. Là, c'est la tempête de sable, donc pas de mouvement depuis une tempête de sable ou vers une tempête de sable. Ça paraît logique. Ça, c'est pour les tokens d'initiative. Donc lorsque l'automaton va déployer une unité, bah, la toute première unité qu'il va déployer, eh ben, il mettra le petit token 1. Et après, la deuxième unité qu'il déploiera, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit terrestre, ça change rien, ce sera l'unité numéro 2. Et la suivante, l'unité numéro 3, et ainsi de suite. Et donc, bah, il y en a 16, donc ça laisse largement de quoi faire. Et donc ensuite, bah, quand il va continuer de jouer, il va essayer d'activer toujours la plus basse. Si les 3 premiers ont joué, bah, il va essayer de jouer la 4e, s'il a des ressources pour l'activer. Donc, à moins que ce soit par exemple un Android qui a un protocole Overwatch et qui n'a pas besoin de command token. Et dans ce cas-là, s'il peut attaquer, il attaque. S'il doit bouger, ah bah là, s'il doit bouger, il faut qu'il utilise une action. Donc pour s'activer, il faut un command token. Donc voilà. Ici, j'ai mis quelques remarques. Donc là, c'est simplement ce que je vous ai dit oralement, c'est-à-dire le fait d'avoir les installations, les supports ou les unités indisponibles, puisque c'est vraiment la grande force de ce CDG Solo System. Non seulement on simule une main, mais en plus on se met dans des conditions particulières qui font qu'on doit résoudre la situation avec ce qu'on a. C'est comme sur un vrai champ de bataille. Et ici, pour terminer, j'ai mis en fait, bah là vous voyez, on a 26% de taux de réparation. Donc ça permet de visionner un peu qu'on a un tiers de chance de ne pas subir un dégât si les nanites font leur travail. Et ici, j'explique que pour moi, les unités les plus puissantes, ce sont les unités médicales et les unités de reconnaissance, puisque les unités médicales permettent de soigner, et les unités, si elles sont soignées, elles tiennent le champ de bataille. Si on est sur un champ de bataille, on peut le contrôler, et ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment une notion de contrôle qui est vraiment intéressante dans ce jeu. Quant à la reconnaissance, bah, c'est les ressources. On s'attaque directement au nerf de la guerre, aux ressources. Donc ces deux unités, elles payent pas de mine, elles sont très fragiles. Vous voyez, 0 d'attaque, 1 de défense, hein, c'est pas mirobolant. Mais par contre, elles sont puissantes, mine de rien. Donc à détruire en premier. Mais en fait, après, les unités qui sont plus méchantes, il faut aussi les détruire. Donc en fait, tout est à détruire, mais il faut bien se méfier de celle-ci en tout cas. J'ai oublié de parler du tableau de renforcement aérien. Pourquoi il a été créé? Parce que comme les unités aériennes n'ont pas de valeur de contrôle, bah, elles seront jamais prioritaires. Donc à coût égal, jamais elles seront jouées. Par conséquent, l'automaton va manquer d'unités aériennes. Et ce serait dommage de perdre cette troisième dimension. Et donc, pour équilibrer, on a cette phase de renfort aérien, qui elle-même est sous condition, parce que sinon on se retrouve avec que des unités aériennes et ce serait pas bon non plus. Et donc là on a un compromis qui permet d'avoir à la fois des unités terrestres, des unités aériennes que vous pouvez acheter, des unités aériennes qui sont déployées gratuitement et qui compensent le fait que vous allez déployer moins d'unités aériennes en les payant que d'unités terrestres, puisque forcément à coût égal, il va déployer en priorité les unités terrestres. Voilà. Alors cela peut vous paraître compliqué, mais en fait il n'en est rien. Il suffit de connaître déjà le jeu, quand même le maîtriser un minimum, et il faut connaître le CDG Solo System, qui se résume donc à avoir un display, un petit plateau avec une main de carte pour l'humain et l'automaton. On jette un dé, on regarde ce qui est jouable, ce qui est disponible,
Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Par contre, effectivement, l'automaton, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va essayer d'activer une installation. S'il peut pas, il va essayer d'activer une unité. Donc ces unités, il les met au centre, là, vers les objectifs. Au début, il les déploie près de sa zone de faction, et ensuite, au moment du mouvement, il les déploiera vers un objectif extérieur ou l'objectif central, même s'il y a quelques cartes qui peuvent être déployées directement sur un objectif. Mais ça, c'est des cartes particulières. Et donc, si l'automaton a assez de tokens, il active les unités qui sont sur le champ de bataille. Donc par exemple, il y a 2 unités, et ben il va jouer 2 tokens, 2 command tokens, pardon. Et donc, il restera encore 2 command tokens et un supply token. Et dans ce cas-là, il va essayer de jouer une carte. Donc il va regarder le coût des cartes. Est-ce que j'ai assez ou est-ce que j'ai pas assez? Donc par exemple, au premier tour, il n'a aucune activation à faire, donc bien, à part peut-être éventuellement une carte d'installation, par exemple, qui lui dira de piocher, mais sinon, il a toutes ses ressources. Donc, il va y jouer la carte la plus coûteuse. Et ensuite, il va la mettre en jeu, et puis après, il va essayer de l'activer le tour d'après, puis une fois qu'il l'aura activé, il va essayer de rejouer une carte, et puis il activera cette nouvelle carte, etc. etc. Donc, il n'y a rien de méchant, donc n'ayez pas peur du CTG Solo System. Là, si vous prenez un simple tour, donc bien sûr, ça sous-entend que le setup est prêt. Vous avez mis le petit display, vous avez mis les cartes, les 2 premières cartes visibles, et vous attaquez, donc vous regardez qui commence. Donc là, si c'est vous, vous faites ce que vous voulez. En tant qu'humain, vous faites ce que vous voulez. Par contre, l'automaton, lui, il va regarder s'il peut jouer, activer une installation, oui ou non. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'activer une unité. Et donc, cette unité, ce sera la première, puisqu'en fait, on voit que les unités, à chaque fois qu'elles sont posées, il va leur affecter une initiative. Donc, est-ce qu'il peut activer la première unité? Oui ou non? S'il ne peut pas, il va regarder s'il peut activer la deuxième unité. Oui ou non? Donc, s'il a déjà joué la première unité, il va jouer la deuxième. S'il a déjà joué les 2 premières, il va jouer la troisième, et ainsi de suite. Mais en fait, ce sera vous qui serez l'humain intercalé. Donc par exemple, l'humain joue, l'automaton joue sa première unité, l'humain joue, l'automaton joue sa deuxième unité, l'humain joue, etc. Mais par exemple, si la première unité n'a pas bougé parce qu'elle doit rester au centre et elle n'a pas d'ennemi, il va passer à la deuxième. Mais si vous, après, vous mettez une unité au centre, il regarde à nouveau la plus faible. La plus faible, c'est la 1. Et donc, la 1, est-ce qu'il l'a jouée? Non. Est-ce qu'il peut la jouer? Oui, puisque vous venez de mettre une unité. Et donc, il la jouera après la 2. Vous voyez? Donc, tout dépend du contexte. Mais il jouera dans l'ordre d'initiative du plus bas au plus fort. Et une fois que toutes ces unités ont joué, là, il va essayer de jouer une carte. À présent, c'est à vous de jouer. De mon côté, j'ai fait plusieurs dizaines de parties, il m'a battu plusieurs fois, et lorsqu'il me bat pas, il arrive à avoir pas mal d'artefacts et donc plusieurs portes. Donc il n'y a que quelques parties selon les configurations de cartes où ça peut être très bien tombé de votre côté ou du sien, mais généralement c'est plutôt équilibré. Donc n'ayez pas peur, prenez votre temps, testez le CTG Solo System avec le jeu, et rajoutez les extensions ensuite, et vous verrez, au bout d'un moment, vous serez habitué et vous serez uniquement immergé dans le jeu. Vous ferez plus du tout attention à la mécanique après. Et ce jeu en vaut la peine. Longue vie aux combattants!